Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un argument qui, on peut le dire, fait pas mal réfléchir. On va s'attaquer à une question, carrément provocatrice. Alors voilà, tout part de ce slogan qu'on a pu voir sur une affiche dans la rue. Il exprime une idée assez répandue finalement, l'idée que la richesse des uns, c'est de la richesse qui a été prise aux autres. Face à cette question, le slogan, lui, il a l'air de répondre oui sans hésiter. Mais l'argument qu'on examine aujourd'hui, il nous propose justement de prendre un peu de recul, de creuser la question. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, pour savoir si le riche est un voleur, la première étape, c'est de se demander, mais au fait, comment est-ce qu'on devient riche ? L'auteur de l'analyse nous propose 3 grandes pistes. On peut hériter, on peut voler au sens propre, et puis on peut faire des profits. Et c'est justement ce 3e point qui est au cœur du débat, celui que vise directement le slogan. La vraie question donc, c'est celle-là. Est-ce que faire du profit, c'est une forme de vol ? Ok. Et pour tenter de répondre, l'argument nous invite à faire un zoom arrière, à revenir à l'acte commercial le plus simple, le plus fondamental qui soit, l'échange. Et pour que ce soit bien concret, on prend un exemple que tout le monde connaît, celui du boulanger et de son client qui vient acheter son pain. Et là, il y a une idée qui est super intéressante. C'est que cet échange, il n'est possible que parce que chacun des deux y trouve son compte. Pour le boulanger, l'euro qu'il reçoit a plus de valeur que le pain qu'il vend. Et pour le client, c'est l'inverse. Le pain a plus de valeur à ses yeux que l'euro qu'il donne. Donc, au final, qui est le gagnant ? Eh bien, les deux. Le boulanger et le client repartent tous les deux plus riches. Attention, pas forcément plus riches en monnaie, mais plus riches en satisfaction, en bien-être. Et ça nous amène à redéfinir ce qu'est la richesse. Selon cette analyse, la vraie richesse, ce n'est pas tant les euros sur le compte en banque, mais plutôt le bien-être qu'on retire des choses qu'on consomme, des services dont on profite. Si on suit cette logique jusqu'au bout, la fortune d'un commerçant, qu'il soit petit ou grand, ne tombe pas du ciel. Elle serait en fait quasi proportionnelle à la somme de tous les petits enrichissements, de toutes les satisfactions qu'il a apportées à ses clients au fil du temps. Alors, ce principe de l'échange gagnant-gagnant, ça marche pour le boulanger, mais est-ce que ça s'applique à plus grande échelle ? Eh bien, selon l'argument qu'on décortique, la réponse est oui, et ça vaut aussi bien pour des figures de l'entrepreneuriat que pour des artistes ou des sportifs. Prenons le premier cas d'étude, celui de Bill Gates. L'idée ici, c'est de dire quoi ? C'est que Microsoft a complètement révolutionné le travail de bureau. On est passé de la machine à écrire, qui était lente et peu pratique, à des outils informatiques qui ont fait exploser la productivité partout dans le monde. Donc d'après cette analyse, la richesse de Bill Gates ne serait que la contrepartie de l'immense valeur, du temps et de l'efficacité qu'il a permis de générer pour des millions de personnes. Ok, ça c'est pour un entrepreneur. Mais quid des artistes ou des sportifs de haut niveau comme Zinedine Zidane ou Gérard Depardieu ? Eh bien, l'argumentation applique exactement le même raisonnement. Leur fortune, elle vient d'où ? Elle vient du public, de millions de gens qui ont librement choisi de payer une place de stade ou un ticket de cinéma. Leur richesse serait donc le reflet du bien-être, de l'émotion, du plaisir que leur talent a procuré à toutes ces personnes. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle propose un 2e argument, peut-être encore plus contre-intuitif, sur le rôle des riches dans la société. C'est l'idée du riche comme pionnier du progrès. Pour comprendre ça, il faut remonter un peu le temps. Prenons les années 80 et les tout premiers téléphones portables. C'était des engins énormes, hors de prix, bref, un luxe réservé à une toute petite élite. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Selon l'argument, ce sont ces quelques riches, ces early adopters, comme on dit, qui, en achetant ces produits très chers et pas encore au point, ont créé le tout premier marché. Sans eux, pas de marché de départ. Et qu'est-ce que ça a provoqué ? Eh bien, ça a lancé une course à l'innovation. Des entreprises comme Nokia, Motorola et les autres se sont mises à se battre pour séduire cette clientèle exigeante, pour rendre leurs téléphones plus petits, plus performants, moins chers. On avance de 20 ans. Et le résultat, on le connaît tous. C'est le smartphone qu'on a dans notre poche. Léger, surpuissant et surtout accessible à une immense partie de la population. L'idée défendue ici, c'est que les dépenses de luxe d'hier ont financé l'innovation qui a rendu possible les produits de masse d'aujourd'hui. Alors, après avoir exploré ces 2 idées, celle de l'échange créateur de richesse et celle du riche comme pionnier du progrès, on peut revenir à notre question de départ. La conclusion de l'analyse, c'est donc que le riche, du moins celui qui s'est enrichi par le profit, serait en fait un double bienfaiteur. D'abord parce qu'il n'a pu devenir riche qu'en apportant de la valeur aux autres à travers des échanges volontaires, et ensuite parce que ses dépenses dans des produits de luxe et des nouveautés amorcent le progrès technologique pour tout le monde. Du coup, l'argumentation se termine en nous renvoyant la question. En présentant les choses sous cet angle, la question « où est le voleur ?» reste ouverte.
et elle est laissée à la réflexion de chacun.